Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs dizaines de médecins et de membres du personnel médical ont organisé ce lundi une marche pacifique pour crier leur colère contre les autorités en raison de l'intensification de l'insécurité et notamment les enlèvements. Les cas d'enlèvement se multiplient dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Toutes les catégories sociales sont touchées. Une psychose s'installe dans la capitale. L'Église catholique offre ses bons offices. La Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, est disposée à jouer le rôle de médiateur entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition. L'annonce en a été faite par le cardinal Chibli Langlois. Une vive tension a régné ce lundi à Turgot, Bois-Vernat, Canapé-Vert, Bourdon. Des citoyens et automobilistes exigeaient la libération d'un chauffeur et ses enfants enlevés. Des barricades de pneus enflammés étaient érigées dans plusieurs endroits. En réponse à cette situation de tension, la mairie de Port-au-Prince, le maire de Port-au-Prince, Luxon Janvier, accompagné d'une équipe de la sécurité publique, a procédé au nettoyage et à la réouverture de certains tronçons de la capitale. L'édile dit comprendre la colère des membres de la population qui protestent contre les enlèvements, mais il déplore la méthode utilisée par certains individus pour faire passer leurs revendications. De très tôt, il y a un groupe de monde dans la société qui font revendication côté qui ont kidnappé un chauffeur camionnette. Yo même option par eux c'était bloquer l'arrière pour être capable de jouer une libération chauffeur ça. Mais pendant yo victime, on peut comprendre ça, mais il pas demander tout pour faire l'autre mon habit tout parce que je dis si nous trouvons dans une situation dans Jean pays là, moi c'est nous chaque haïtien qui pour prendre conscience pour nous regarder comment nous capable de débloquer la situation. Ça qui arrivé au grand monde kidnappé pour bloquer l'arrière, pas faire libérer mon. Et moi c'est leur bloquer l'arrière ou fait tout complice parce que la police est capable de chita pour chercher mon nan pour mais laisse prendre la police ou mettre la police dans l'autre travail et moi même chaque fois que moi ça a toujours fait mal par rapport à compréhension à incompréhension mon mais je dis à n'a dit mon ça a passé pays a il dérange tout le monde même gens les kidnappés pour mon nous même tout les dérange nous tout étant que dirigeants étant que l'état mais je dis ça demande un peu de sérénité pour nous capables de surmonter avec le phénomène ça. Et nous-mêmes tout, en dans mairie, nous avons pris des dispositions sévères par rapport à ce qui a passé dans le pays aujourd'hui. Et je pense que c'est révolter tout le monde. Et chaque fois que les gens regardent, les gens ont crié, les gens ont plaint, les gens ont mourir dans le pays. Je dis à aucun nègre pas baisser les bois pour dire ce qui a passé et quitter le passé. Moi-même, en tant que magistrat ville là, à partir de aujourd'hui, je m'ai impliqué 2 fois de plus dans la question de la sécurité du pays. Parce que je pense que c'est important, nous-mêmes, pour nous capables de faire un coup de main dans ce qui a passé. Mais je dis à notre peuple, placer confiance dans la police, placer confiance dans l'État. C'est vrai qu'il y a des délinquants dans la police, mais il y a des policiers sérieux dans la police. Parce que je dis à nous ne pouvons pas vendre le pays à des délinquants, nous avons campé pour nous avec des délinquants. Plusieurs dizaines de médecins et de membres du personnel médical ont crié leur colère contre les autorités en raison de l'intensification de l'insécurité. Lors d'une manifestation ce lundi 30 novembre, les médecins ont appelé à l'adoption de dispositions urgentes pour freiner la machine infernale de l'insécurité. Toutes les couches sociales, les ingénieurs, journalistes, les commerçants, etc., doivent s'impliquer. Nous demandons la sécurité, ont scandé les médecins de l'hôpital La Paix lors de cette marche à Delma 33. En raison de la grève, toutes les activités, à l'exception des urgences, étaient paralysées. À bas kidnapping, ont-ils martelé, faisant valoir qu'ils sont déterminés à poursuivre la lutte face à la machine de l'insécurité. Ils entendent aller jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. La marche a été organisée en protestation contre l'enlèvement et la séquestration pendant 2 jours d'un interniste de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti.
Les médecins appellent tous les secteurs organisés de la société civile à la révolte afin de forcer les autorités à assumer leurs responsabilités. Nous-mêmes, docteurs, nous pas épargnés, infirmiers, personnel santé, pas de nous là qui épargnés. Donc, nous-mêmes, qui ça nous prend la rue, là, nous prenons la rue pour demander sécurité et pour nous demander à suspendre kidnapping. Nous voulons sécurité et abattre kidnapping. Parce que, comme on trouve comme si nous-mêmes nous travaillons 24 sur 24, les nous avons motocyclette que nous peur. Les nous avons bloqué, quel que soit mon nous peur. Donc, nous demandons pour l'État nous sécurité et pour protéger les gens en Haïti, et pas seulement le personnel santé avec docteurs et infirmières. Tout le monde, d'ailleurs, imaginez bien, nous ne pas payer nous bien, tout le monde compte ça. Là, on kidnappe nous, ils ont demandé nous $50,000, $100,000 américains. Quand on a besoin de nous pour nous payer, pas tirer nous. D'ailleurs, c'est l'État qui doit nous sécurité. Il faut l'État nous sécurité, puis traquer les kidnappeurs et traquer les gens qui mettent en sécurité dans le pays. Ça m'a demandé libération. Libération pour Philippe Augustin, qui est directeur du registre électoral là. Jusqu'à présent, l'État haïtien, tout connaît côté Philippe Augustin hier, demande libération pour Philippe Augustin. Pour nous suspendre avec kidnapping pour l'État haïtien, prendre responsabilité pour le peuple capable libre, pour fonctionner, pour le peuple libre, pour le marché. Nous besoin de liberté. Nous besoin de liberté, nous frustrons, l'esprit nous marre. Bah ça lui suspend. On descend à rentrer nous par contre qui ça pour nous faire tout le monde depuis 6h10 tout le monde contre dans la caillou. Qui ça y est contre l'État, contre la police. Le kidnapping est devenu une institution sociale. C'est l'analyse de l'économiste Enomi Germain. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, le spécialiste s'est dit scandalisé non seulement par l'indifférence des autorités du pays, mais aussi par le comportement de la société face à ce phénomène. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences sur les familles des victimes, a dit Enomi Germain. On est tous concernés et personne n'est épargné par rapport à ce qui se passe dans le pays. L'I est préoccupé, en tout cas, plusieurs domaines de la vie sociale, économique, politique, etc. Mais comme individu affecté à plusieurs niveaux. Par exemple, moi-même, dans ma personne, je suis affecté puisque, évidemment, on est sous le stress pratiquement chaque jour. C'est-à-dire que, et forcément, on n'a pas le même niveau de productivité. Moi, scandalisé par le fait que, moi, je me rends compte que gagner une indifférence pratiquement totale des autorités par rapport à ce phénomène grandissant. Alors que, pas oublier, l'État, écoutez, il est là pour qu'il crée un cadre de vie pour que nous tous fonctionnions. Puisque nous payons pour ça, nous avons le mandat pour ça. L'État vient demander mandat pour ça. Donc, c'est-à-dire que moi, scandalisé le fait que moi, remarqué en tout cas, et cette absence de l'État par rapport à ce phénomène, qui est beaucoup plus loin pour moi-même, puisque c'est son faillite institutionnelle généralisée que n'a pas assisté, puisque les institutions sont impuissantes par rapport à institutions sauf les souterraines illégales, ça, qui installent tête comme étant, qui relève le kidnapping, qui installe tête les pas oublier. Le kidnapping, c'est pratiquement une institution également, puisque le mécanisme, il y a gens fonctionnels, il y a acteurs, etc., etc. Moi, scandalisé par le comportement de la société. Et ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. C'est qu'il y a des corporations qui soulevaient lorsque, justement, c'est des gens qui semblaient avec eux, qui kidnappé. C'est comme si m'tado gen un psychologue américain, monsieur et Paul Ludwig. Monsieur développe une thèse qui va le reprendre par Jean Tirole dans le livre qui est l'économie du bien commun. Monsieur Gardé, on dit un concept le biais de la victime identifiable. Biais victime identifiable qui s'allie Luc, c'est que on a l'impression que lorsque son victime qui semblait à ou qui semblait à petit tout, qui semblait à proche justement, et que ou au courant de lui, ça scandalise non, au niveau extrêmement élevé. Alors que, gagner quelque part d'autres, à l'intérieur de ce même pays, en tout cas des dizaines de monde qui sont victimes, des centaines de monde qui sont victimes, ils n'ont pas scandalisé. Même action. Donc, même action. Ça, son biais en général, que vous constatez, et psychologues ont constaté, quand un pile humain, c'est comme si m'dadou et Staline qui dit que la mort d'un homme, c'est une tragédie, mais c'est l'homme non semble avoir. Alors que la mort de millions d'hommes, c'est juste une statistique en quelque sorte. Donc, le biais de cette victime
ce biais de la victime identifiable qu'on constate à Lutner, eh bien, c'est lui qui traverse la société, qui fait ouais société, lui indifférent lorsqu'il tendait à parler d'un ensemble de statistiques qui ne pas concernent. Mais lorsque son membre de corporation, là, un médecin par exemple, un avocat par exemple, ou bien l'impression ouais, de groupuscules, ces corporations qui mobilisaient pour la libération de la personne, alors que n'oubliez que le phénomène est beaucoup plus global que ça. Le phénomène est devenu un phénomène social. Donc cette institution que n'a parlé de Lila, qui s'est kidnappée, sont institutions sociales, et ça justement, l'État doit faire appel, on va dire, à la mobilisation de toute la société qui doit urger l'État, justement, en quelque sorte, pour le prendre responsabilité, pour que les freiner, en tout cas, phénomène ça, qui a dérangé nous dans plusieurs aspects vie nous. Donc, moi-même, je dis, eh bien, en identifiant ce biais de la victime identifiable, moi-même, moi, je pense que je dis, il y a une nécessité à un soulèvement pratiquement généralisé au niveau de cette société pour que nous dit l'État, stop, l'État prend responsabilité pour que le phénomène ça nous mette fin avec en quelque sorte. Le cardinal Chibli Langlois affirme que la conférence épiscopale d'Haïti, CEH, est disposée à jouer le rôle de médiateur entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition. Mais il faut que les acteurs soient sincères, a martelé le religieux, faisant valoir que des critères objectifs permettront de vérifier la bonne foi des acteurs. L'Église catholique juge que les élections ne peuvent être réalisées en raison de l'insécurité planifiée. Les évêques insistent sur la nécessité de protéger les vies puisque la violence des gangs est une menace pour les élections. L'offre de médiation constitue une continuité dans la stratégie de l'Église catholique. À la fin de 2019, la nonciature avait facilité des discussions formelles entre le gouvernement et l'opposition. Mais les négociations s'étaient soldées par un échec. Entre-temps, la conférence épiscopale appelle à la tenue de 3 journées de prière pour le pays. Le séisme de janvier 2010 a endommagé de nombreuses infrastructures urbaines. La zone métropolitaine de Port-au-Prince a subi d'importants dégâts, dont de nombreuses pertes en vies humaines. Alors que toutes les normes n'ont pas été respectées et qu'elles ne le sont pas forcément aujourd'hui, les déplacements en milieu urbain constituaient et constituent encore un défi majeur. Même si tout le monde est confronté à ce problème, les personnes en situation de handicap sont les plus touchées par ce problème, témoignent des personnes à mobilité réduite interrogées dans le cadre d'une enquête de proximité. Un reportage spécial de Marvins Pierre. À Port-au-Prince, vaquer quotidiennement à ses occupations représente un énorme défi. Pour la plupart des citoyens, c'est un marathon qui commence même avant le lever du soleil, mais pour d'autres, chaque minute exige un maximum de courage. Pendant que certains n'ont besoin d'aucune aide pour se mouvoir, les personnes en situation de handicap et suivant la gravité de leur cas, sont moins enclines à gérer leur quotidien. Le problème lié à l'accessibilité des espaces est partout et représente le véritable handicap pour cette catégorie. Régine Vernet est la benjamine d'une famille de 4 enfants. Elle étudie la communication sociale à l'université de Port-au-Prince. Unijambiste, elle n'a pas de complexe lié à son type de handicap. Par contre, elle plaide en faveur d'une meilleure accessibilité des bâtiments. Nous avons demandé pour faire des bâtiments accessibles, c'est-à-dire pour mettre des rampes et puis pour mettre des ascenseurs tout, pour nous capables de passer les nous voulons passer pour nous pas déranger. Si la façon dont les bâtiments sont construits réduit les manœuvres des personnes utilisant notamment des fauteuils roulants, il est encore plus difficile, voire pénible, de circuler en plein air. Le transport en commun dans la zone métropolitaine est l'une des préoccupations de Juline Brunache, qui est également comédienne. La difficulté, c'est que on apprend machine. Tant qu'on caméra toujours un bourrara, toujours un embouteillage, surtout les lapis à tomber. Il n'est pas vraiment accessible du tout. Effectivement, c'est dans le plus grand désordre que le transport public s'organise dans la capitale. Rares sont les zones où le code de la route est respecté. Pour la plupart des personnes vivant avec un quelconque handicap, l'inaccessibilité revient régulièrement quand elles évoquent les difficultés rencontrées au jour le jour. Alors que le problème ne date pas d'hier et ne sera pas résolu demain la veille, il mérite d'être abordé différemment.
Watson Saint-Hilaire, étudiant en communication sociale à l'Université de Port-au-Prince, est le coordonnateur du Centre de support aux personnes handicapées. Il invite les organisations ayant la même vocation que la sienne à exiger beaucoup plus de l'État haïtien. L'organisation est capable de dire qu'à faire plaidoyer, nous devons mettre porter l'autre calendrier de travail pour l'État lui-même prendre responsabilité que venir avec des lois tout. Si on construit un bâtiment privé, mais qui gens pour construire les mais normes à suivre. Le comportement des citoyens envers les personnes en situation de handicap est le second fardeau qu'elles doivent porter. Mildred Latortue et Judith Jusmé, respectivement économistes et techniciennes de laboratoire médical, en témoignent. Élèves, ti moun piti yo qui te qu'on a fauché. OK, donc yo te qu'on virer mais yo même j'avais mais après les mains couchues etc. Mais tout ça était déjà difficile pour moi. Prenons le cas, je campe ma machine. Une dame qui a une machine qui descend vite machine li pour 25 gouttes de voile dans le visage. Contrairement au début des années 2000, certains bâtiments publics construits après le séisme de janvier 2010 respectent les nouvelles normes et sont équipés de technologies modernes. Malheureusement, ils ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pour l'inclusion de tous et pour une meilleure accessibilité, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts consentis, impossible de trouver des autorités pour réagir. Le maestro Raoul Guillaume est décédé dimanche à l'âge de 93 ans. Né en 1927, il avait fait ses débuts dans l'orchestre d'Issa El Sayé comme saxophoniste en 1945. Raoul Guillaume a composé une pléiade de morceaux à succès comme Papa Dambala ou Voisine, mais sa plus grande réussite artistique était sans conteste la complainte paysanne. Vive le football était également devenu un hymne international. Raoul Guillaume était un grand professionnel, mais il n'a jamais vécu totalement de sa musique. Son activité de comptable lui permettait de boucler les fins de mois, même s'il a pu, à certaines époques, tirer les revenus de sa musique qui connaissait un grand succès en Amérique latine. Il a porté bien haut le nom d'Haïti partout où il l'a pu. Chaque radio d'Haïti devrait lui rendre hommage en passant ses chansons, estime l'historien Michel Soucard, qui révèle que certaines de ses œuvres sont encore inédites, dont un ensemble de partitions pour le tambour. Peut-être aurons-nous la possibilité un jour de découvrir cette part méconnue de sa production artistique et d'accomplir notre devoir de mémoire envers ce grand musicien, conclut l'historien. Aujourd'hui, 30 novembre, marque la fin officielle de la saison cyclonique. Pour faire un bilan rapide de ce qu'elle a été et de la manière dont elle nous a affectés ici, nous avons avec nous sur le plateau notre monsieur météo maison, Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. Alors, petit bilan rapide, ça n'a pas été trop méchant pour nous. Pour nous, effectivement, ça n'a pas été trop méchant. Il y a eu 30 tempêtes tropicales, c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de cyclones, de 13 ouragans et puis 6 ouragans majeurs. Mais les gros cylindres nous ont évité. On a eu affaire avec la Caraïbe en général, ça en est bien sorti. On a eu seulement, entre parenthèses seulement, 2 tempêtes tropicales qui ont touché l'île et c'est surtout l'Aura qui nous a affectés. Une tempête tropicale minimale, mais malheureusement avec l'environnement du pays, tout ça, il y a eu beaucoup de morts. Et des choses qui n'auraient pas dû arriver, bien sûr. Mais c'est les États-Unis qui ont payé le gros prix. Oui. Près de 12 cyclones. Ah oui, avec des inondations catastrophiques. Et surtout la Louisiane avec 5 atterrissages, dont 3 ouragans majeurs. Wow. C'est extrêmement rare. Et puis, bien sûr, l'Amérique centrale. Oui. Avec 2 ouragans de catégorie 4, peut-être de catégorie 5 après l'analyse de post-saison. Probablement, on va faire passer un de ces ouragans en catégorie 5, c'est une possibilité, mais 4 ou 5, ça ne fait pas de différence avec toutes les pluies qu'il y a eu là-bas. Oui. C'était surtout le golfe du Mexique qui était touché. Surtout le golfe du Mexique qui a été touché par un nombre assez important d'ouragans. Mais il faut dire que ça faisait quelques temps qu'il n'y avait pas eu de cyclone d'importance dans le golfe du Mexique aussi. C'est toujours un cycle. Il y a toujours un cycle avec les ouragans. Et ils jouent pour chasseux, ils jouent pour gibier. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. La Caraïbe, par exemple,
le nombre d'ouragans que nous avons eu de la Caraïbe en 2020 est supérieur à tout ce que nous avons eu en 2011 et 2019. Donc, au total? Au total. Nous avons eu un bridge sur la Caraïbe. Depuis quelque temps, il y a eu bien sûr Mathieu. C'était comme une... De triste mémoire. Oui, c'est comme un oasis au milieu du désert, si vous voulez. Ouais. Mais c'est un cycle. Et je pense que de nouveau, il y aura un retour des ouragans parce que l'est de la Caraïbe n'a pas été affecté pratiquement. Seulement Gonzalo, qui a touché l'extrême sud-est de l'arc antillais, c'était un système minimal et qui s'est volatilisé sur la mer des Antilles dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Donc, on s'en est bien sorti, on va dire. Oui. Bon, une petite question qui peut peut-être intéresser nos téléspectateurs. Est-ce que la date du 30 novembre, qui marque la fin officielle de la saison cyclonique, signifie que pour cette année, les cyclones, les ouragans, les tempêtes tropicales, tout ça, c'est fini? Malheureusement, nous avons ce message, mais les cyclones n'ont pas ce message. Depuis 1851, il y en a eu à peu près 14 qui se sont formés en dehors de la saison. Tous les membres. 1851? Depuis 1851. Bon. Ouais. Époque à laquelle nous avons les archives. C'est pas beaucoup, mais quand même. Mais il y a eu quand même un cyclone comme Alice, je crois, en décembre, janvier 1953 ou 54, je ne me souviens pas trop, qui a affecté les petites Antilles. C'est l'année de Hazel. Oui, qui a affecté les petites Antilles, c'est assez rare. Nous avons connu aussi Odette en 2003 et Olga, je crois aussi, durant le mois de décembre. Mais c'était des systèmes assez faibles quand même. Ça. Mais quand ça se passe en dehors de la saison cyclonique, d'abord, il y en a un, maximum deux peut-être. Oui. Et puis ils ne sont pas méchants. Généralement, ils ne sont pas trop méchants. Bon. Donc, on peut quand même dormir tranquille. On va toujours continuer à surveiller, mais il ne faut pas oublier, pour les cyclones, c'est fini, mais commence la saison des systèmes frontaux. Parce que les systèmes de front qui arrivent, ils causent parfois de gros dégâts, surtout sur les régions septentrionales, avec des inondations, tout ça. Pluie, alors? Des pluies, oui, ils causent beaucoup de pluie, des inondations. D'ailleurs, nous avons un front qui arrive. Nous avons 2 fronts qui vont arriver durant les 5 à 7 prochains jours. Donc ça veut dire temps gris, pluie, pas de soleil. Surtout les régions septentrionales et la façade nord de la presqu'île du Sud. De la presqu'île, au nord de la presqu'île du Sud et tout au nord. Donc la Chambénou. C'est ça. Généralement, pour nous, il n'y a pas grand-chose, à moins que ce soit un front qui soit extrêmement puissant, parce que les vents, généralement, qui accompagnent le front, sauf du nord-est, avec toutes les montagnes, l'effet de feu, on a seulement les vents descendants qui sont généralement secs et apportent un petit peu plus de chaleur. Très bien. Bon, alors, en résumé, là, on devrait pouvoir dormir tranquille pendant au moins une semaine. Oui. En attendant ce front. Non, pas une semaine. Nous avons un front qui nous arrive mercredi et jeudi. Mais c'est surtout la perturbation qui précède le front qui va toucher Haïti, qui devrait toucher Haïti, mais apporter quelques pluies, mais pas des choses très importantes. Okay. Mais le front qui m'intéresse le plus, c'est celui qui doit arriver en début de semaine prochaine, disons en dimanche et mardi. Ce front-là sera peut-être un petit peu plus vigoureux. Un dernier mot, Rudy? Il faut être heureux de n'avoir pas eu trop de problèmes durant la saison cyclonique. Tout à fait. Et déjà avoir en tête qu'il y aura une saison l'année prochaine. Et que, bon, il faudra se préparer à nouveau. Et qu'il faut continuer aussi à surveiller parce qu'il peut toujours avoir quelque chose. Bien sûr. Après le 30 novembre. Bien sûr. Eh bien, merci Rudy de ce rapide bilan qui, bon, était somme toute plutôt positif. Voilà, c'était Rudy Victor, notre monsieur météo maison, qui nous faisait un rapide bilan de la saison cyclonique 2019-2020. Et nous avons tous constaté que ça n'a pas été trop méchant pour nous. Pourvu que ça dure. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure. Même chaîne.